toutes et à tous. Merci pour cette présentation. L'objectif aujourd'hui, c'est que je vous présente techniquement quels sont les moyens techniques de reprendre la main sur les clés de chiffrement qui sont un des objets essentiels quand on migre dans le cloud et notamment quand on migre chez un cloud provider AWS. On choisit AWS parce qu'on a fait des annonces de partenariat technologique. Évidemment, tout ce que je vais présenter, aujourd'hui, ça reste compatible avec la majorité des cloud service providers. Donc, on se met dans le contexte de cette démo chez AWS, avec une application de démo qui s'appelle React, qui est une application qui va nous permettre de faire de l'upload, du download de fichiers. Il y a une gestion des utilisateurs. En gros, le socle technique, c'est du service S3, DynamoDB, de l'EC2, du hyper classique chez AWS. Et l'idée, c'est de se poser la question, quelle est la bonne stratégie pour pouvoir sécuriser cet environnement hyper classique? Et en fait, l'objectif, c'est de faire plusieurs déploiements. Et ces déploiements-là, on va les organiser en niveaux successifs. Un déploiement simple en partant de la stratégie classique AWS. Un déploiement un peu plus élaboré en utilisant une stratégie Bring Your Own Key. Je monte encore d'un cran en faisant du Hold Your Own Key. Et je termine par du Bring Your Own Encryption. On se posera la question tous ensemble, est-ce qu'on peut faire plus? Est-ce que je peux aller encore plus loin? Est-ce que je peux être plus souverain sur mes données? Les questions que je vais me poser à chaque fois, c'est où sont mes clés? Finalement, qui les détient? Qui les manage? Qui les gère? Et puis, quels sont les risques résiduels? Donc, premier step, premier déploiement, taille de t-shirt minimum. J'utilise les fonctions de sécurité AWS native. C'est ce que vous avez built-in, en sortie de boîte. Vous consommez du service chez AWS. Voilà ce que vous avez à la sortie du paquet. Avant de commencer, peut-être juste un rappel qui est essentiel, c'est toutes les données chez AWS et chez tous les cloud providers sont chiffrées, tout par défaut. Elles sont chiffrées avec des clés de chiffrement qu'on appelle des DEK, des Data Encryption Key. C'est la clé rouge et tout au long de la présentation, vous retrouverez ces clés rouges, les Data Encryption Key. Ces Data Encryption Key, il y en a un paquet. Les politiques varient selon les services, mais globalement, chaque blob, chaque atome est chiffré avec une DEK qui lui est propre. Et donc, chacun des services utilise des DEK qui lui sont propres. Ces DEK, pour ne pas les laisser flotter dans l'environnement cloud, elles sont wrappées, elles sont chiffrées elles-mêmes, on dit wrappées, par des Key Encryption Key, des clés vertes. Là aussi, tout au long de la présentation, vous allez retrouver les clés rouges DEK, concept hyper fondamental, et les KEK, les Key Encryption Key, qui chiffrent les DEK. Donc, pour pouvoir accéder à de la donnée, un service, il a besoin de faire quoi? Il a besoin d'accéder à la donnée chiffrée, d'accéder à une clé rouge, et pour accéder à la clé rouge, il est obligé d'accéder à la clé verte. Et c'est cette succession d'accès qui permet de déchiffrer la donnée. Techniquement, ça se passe comment? Quand vous commandez des services chez AWS, vous avez sur tous les services des capacités d'activer les services d'encryption. Donc je vous mets à l'écran ce qui se passe quand vous commandez du DynamoDB, ce qui se passe quand vous commandez du S3, ce qui se passe quand vous commandez de l'EC2. Vous avez à chaque fois, dans les paramètres plus ou moins avancés, la capacité de choisir l'encryption que vous voulez activer sur le service. C'est by default. Tous les services AWS viennent avec un niveau d'encryption by default. Activez-le, ça ne coûte rien. C'est encore une fois natif, vous ne perdez aucune fonction et vous allez bénéficier automatiquement de ce mécanisme DEK-KEK. Ok, là c'est la promo d'AWS, donc je leur laisserai faire ce boulot-là. Nous, c'est important qu'on ait repris la main sur ce mécanisme, qu'on le comprenne pour savoir comment on va pouvoir l'améliorer. Donc globalement, ce qui se passe, c'est qu'on a vu qu'il y avait des Data Encryption Keys. Ces Data Encryption Keys sont protégés par des Key Encryption Keys. L'avantage, c'est que ça coûte zéro, c'est facile à déployer, il n'y a même pas de déploiement du tout. Par contre, le problème, c'est qu'on se rend très vite compte qu'on n'a pas la main sur les clés. C'est AWS qui gère tout pour vous. Ils vous garantissent que c'est fait, mais vous n'avez pas la main dessus. Si vous voulez révoquer une Key Encryption Key, si vous voulez reprendre la main sur une Data Encryption Key, vous ne pouvez pas. Il n'y a pas de trousseau de clés, il n'y a pas de KMS, il n'y a rien du tout. By default, vous n'avez pas la main sur ces clés. Deuxième étape, l'idée, c'est que vous apportiez vos propres clés. Alors, on va voir, vous ne pouvez pas apporter n'importe quelle clé. La clé que vous allez pouvoir apporter en premier, c'est la clé verte. C'est la Key Encryption Key. Cette clé verte, les cloud service providers et AWS vous proposent de l'amener, proposent de la générer de votre côté et ensuite de la pousser
dans ce qu'on appelle un KMS, un Key Management System, qui est déployé, qui est un service AWS, que vous allez retrouver aussi chez d'autres cloud service providers. Donc ce KMS, vous pouvez l'instancier, c'est un service AWS, et vous allez pouvoir apporter votre propre clé verte. Là encore, le KMS, quand vous l'activez, il y a deux modes. Soit vous laissez le KMS gérer un peu comme il veut les clés, soit vous utilisez le KMS en utilisant une external key. Et vous voyez, c'est marqué à côté Import Key Material. Import Key Material, ça veut dire que vous allez, vous de votre côté, et AWS n'en est pas responsable, générer une clé, la crafter comme vous voulez. Et cette clé-là, vous allez la déposer chez AWS et AWS va l'utiliser pour chiffrer quoi? Pas pour chiffrer les données, pour chiffrer les data encryption keys qui chiffreront les données. Okay? L'idée, c'est j'apporte la clé verte qui chiffre les clés rouges, qui chiffre la donnée. Et ça, c'est du ultra classique. Pour faire ce bring your own key, il y a deux étapes. La première, vous l'avez compris, c'est de générer la clé. Okay, la deuxième étape, c'est de l'importer. Donc là, la génération de clés, ça, c'est des choses qu'on sait très bien faire. Ça, le mieux, vous pouvez faire de l'OpenSSL sur votre poste, générer une clé sur du classique. Le mieux, c'est d'aller la générer directement dans un boîtier cryptographique, agréé, qualifié par l'ANSSI. Vous êtes sûr d'avoir une clé de qualité. Ce qui fait la qualité de la clé, c'est évidemment la génération de l'aléa. C'est d'être capable d'avoir cette graine aléatoire. Donc, je la génère dans un boîtier cryptographique. Je la wrap comme il faut avec une clé publique que je récupère d'AWS et je la push chez AWS qui va l'unwrapper et la stocker dans le KMS. Bon, jusque-là, c'est hyper simple. C'est du bring your own key hyper classique. 100% du processus, il est automatisable. Nous, en plus, chez Eviden, on vous propose une plateforme entièrement managée, entièrement user-friendly pour pouvoir générer ces clés dans des HSM physiques, qualifiés par l'ANSSI, crafter cette clé et l'envoyer chez AWS. Vous avez une console. Alors, cette console, elle est intéressante parce qu'elle va vous permettre de faire ce qu'on appelle la segregation of duties, c'est-à-dire donner aux officiers de sécurité la main sur les clés, c'est leur job, et puis laisser les DevSecOps travailler avec les pipelines classiques. Donc, d'un côté, vous avez les officiers de sécurité qui n'ont rien à faire sur les consoles AWS, qui vont avoir leur console de gestion des clés, et de l'autre côté, vous avez les DevOps qui travaillent. Quand je dis une plateforme de service managée, en fait, nous, chez Eviden, on travaille, on a dans plusieurs data centers en France des stocks de HSM qu'on met à disposition de nos clients pour pouvoir générer des clés à la demande. Vous avez besoin d'une clé, vous n'avez pas besoin d'acheter un HSM, vous allez acheter le service de génération d'une clé, crafté dans un boîtier, encore une fois, opéré en France par des Français. Et cette clé craftée, on la package pour AWS et on la ship à AWS. Et tout ça, ça se passe via une interface graphique. Il n'y a pas besoin de compétences spécifiques AWS, de définir des rôles compliqués. Vous faites vraiment tout via une interface utilisateur. Vous avez une interface qui est guidée, vous connectez sur l'interface, vous générez votre clé, vous décidez les environnements, les régions dans lesquelles vous allez dispatcher ces clés et vous allez synchroniser, vous allez vous retrouver avec une synchronisation entre le KMS AWS et cette interface, ce service, encore une fois, hébergé, opéré en France, qui va vous permettre aux officiers de sécurité de gérer l'ensemble de ces clés. Alors, gérer les clés, ça veut dire les créer, j'en ai parlé, crafter, wrapper et envoyer chez AWS, mais c'est aussi révoquer des clés. Et les révoquer temporairement. Donc, vous pouvez les révoquer, vous pouvez les disable dans l'interface. Et du coup, la clé va être masquée, annulée côté AWS. Vous pouvez même supprimer le matériel cryptographique, c'est-à-dire retirer le matériel cryptographique du KMS AWS. En cas de problème, nous, on appelle ça la situation du bouton rouge. Vous avez la possibilité de dire mes clés KEK, mes clés vertes, je les retire. Et donc, du coup, plus aucune DEK, plus aucune clé rouge utilisée pour chiffrer les données ne pourra être utilisée. Donc, tout ça se fait sans avoir accès à la console AWS par vos officiers de sécurité qui peuvent décider d'une minute à l'autre de désactiver les clés, mais aussi d'une minute à l'autre de réactiver les clés. C'est ça qui est hyper intéressant versus un KMS classique AWS, c'est que vous allez pouvoir, comme vous êtes propriétaire de cette clé, vous pouvez décider de la supprimer, mais aussi de la réimporter. Donc là, on a l'exemple d'un bucket S3. Je crée mon bucket S3, j'ai importé ma clé. Je vois que la clé, elle apparaît finalement dans la liste des clés qui sont disponibles. Elle est notée BIOC. Je peux choisir cette clé-là et je vais pouvoir l'affecter à mon bucket S3. Ce qui se passe quand je disable la clé, eh ben, mon bucket S3 il devient immédiatement inopérant. Je ne peux plus accéder du tout à tout ce qui a été chiffré avec cette clé. Alors, cette notion de je désactive la clé et le service devient inopérant, il faut faire très attention parce qu'il y a un phénomène de cache qui s'applique côté AWS. C'est-à-dire, vous allez révoquer, souvenez-vous, vous révoquez la clé verte
il y a des clés rouges, les DEK, qui sont maintenues en cache dans les services AWS. Et tant que cette clé rouge, elle est maintenue claire dans le cache du service, la data, elle continue d'être accessible. Donc il faut attendre. Sur du S3, il y a des configurations particulières qui permettent de ne pas avoir de cache. Mais sur du Dynamo, sur RDS, sur du EC2, le cache peut être un peu plus long. Et donc vous pouvez avoir un phénomène de latence entre le moment où vous désactivez la clé verte et le moment où les clés rouges expirent. Et donc les données sont effectivement inaccessibles. Bon, vous l'avez compris, le BIOC hyper facile à mettre en œuvre, interface graphique, ça va très vite, ça peut convenir tout à fait à certaines typologies de données non sensibles ou pas très sensibles. Ça vous permet de faire de la segregation of duties. C'est un coût réduit, on parle de quelques centaines d'euros par mois pour ce service-là de user interface et de délégation. Les clés, elles sont copiées chez AWS. Attention au système de cache. Okay. Allez, on monte d'un cran, on passe à l'étape suivante. Donc là, en plus d'apporter vos propres clés, ce que vous allez faire, c'est vous dites j'apporte mes clés, mais je ne les laisse pas à AWS. Donc là, on est dans la stratégie du hold your own key, vous retenez vos propres clés. Et le principe, ça a été annoncé par AWS. Le principe, c'est d'externaliser le KMS. C'est-à-dire là où tout à l'heure, vous apportiez votre clé verte et vous la posiez dans le KMS côté AWS. Là, le principe, c'est de dire le KMS, le service KMS AWS, vous le déportez et vous l'avez chez vous. On parle du XKS. Ça a été annoncé fin d'année dernière. Les premiers partenariats technologiques sont maintenant efficaces. Eviden a un partenariat technologique avec AWS. Et donc, on va distribuer les clés. Plus exactement, on va opérer des opérations d'unwrapping sur nos propres infrastructures ou sur vos propres infrastructures de façon à ce que la clé verte ne soit jamais transmise côté AWS. Donc, chez AWS, qu'est-ce qui se passe? Pareil, ça se fait via la commande d'un service. Vous allez commander un service XKS. Et ce service XKS, il va falloir l'interconnecter quelque part. Vous allez l'interconnecter à XKS Proxy. Ce XKS Proxy, il tourne à deux endroits, potentiellement. Soit chez AWS, c'est possible, ou bien chez vous, dans vos propres data centers ou dans nos propres data centers. Vous avez le choix. Cette connexion XKS Proxy, elle est essentielle parce que c'est une connexion qui va être utilisée pour que tous les services que vous avez en bout de chaîne, le S3, le C2, le Dynamo, à chaque fois qu'ils vont avoir besoin de déchiffrer une donnée, ils vont envoyer la clé rouge qui sera wrappée par une KEK, par la clé verte. La clé verte, souvenez-vous, AWS ne l'a pas dans cette situation. La clé verte n'est pas chez AWS. Et cette clé rouge wrappée, elle va être envoyée au XKS Proxy. Elle va être envoyée au HSM. C'est le HSM qui est chez vous, chez nous, qui va unwrapper cette clé et qui va renvoyer la clé rouge à AWS pour accéder à la donnée. Donc ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire à chaque fois que le service va avoir besoin d'accéder à la donnée, il va poser la question au HSM. Est-ce que HSM, tu peux me unwrapper la clé rouge avec la clé verte dont tu disposes et me renvoyer la clé rouge? Et cet aller-retour va se faire en permanence à chaque fois qu'un service est invoqué. Donc là, la notion de latence est hyper importante. La notion de disponibilité est hyper importante. Évidemment, si votre HSM tombe, on peut plus unwrapper de clé rouge et donc la donnée elle devient inaccessible. C'est aussi un petit peu l'objectif recherché. Donc c'est pour ça qu'on l'a construit ce service et donc on a besoin d'avoir ce service-là qui est très, très disponible. Encore une fois, des boîtiers physiques disponibles. Voilà l'architecture du XKS Proxy tel qu'on le fait tourner chez AWS. Comme ça, on reste dans la même terminologie graphique. Donc ce XKS Proxy, nous aujourd'hui, on le fait tourner dans un tenant spécifique, dans un VPC. Il y a un VPC Endpoint Service qui permet d'interconnecter le tenant de notre client avec le tenant de notre XKS Proxy. Il y a un XK Proxy et un XK Manager qui tournent sous la forme de conteneurs dans notre tenante. Et via un lien Direct Connect, on est interconnecté au boîtier cryptographique. Et les clés rouges wrappées vont passer leur temps à traverser du tenant de client vers notre tenante, en passant par le Direct Connect jusqu'au HSM pour remonter jusqu'au tenant de client. Et tout ça, ça se fait, selon AWS, en moins de 250 millisecondes, selon nos calculs, en moins de 30 millisecondes. Okay, et on peut encore accélérer le processus. Vous, d'un point de vue client, vous avez accès à toute une console qui va vous permettre de contrôler l'utilisation des clés, le volume d'échange qui est réalisé, la latence qui est observée sur le lien et aussi des paramètres de santé qui vous permettent de juger de la disponibilité du service. Ce service, il est hautement redondé. Évidemment, on l'a construit comme ça. Donc, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est un service qui est 100% supporté par AWS. On n'est pas dans du bricolage.
hyper important. On est sur des services supportés par AWS, compatibles avec tous les services d'AWS. L'avantage, c'est que votre clé verte, elle n'est plus jamais copiée. Elle n'est plus copiée chez AWS. Et ça, c'est essentiel. Donc, vous n'avez plus que les clés rouges qui sont côté AWS. Alors, vous allez me dire, la clé rouge, elle reste cachée dans le service. Oui, c'est vrai. La clé rouge, elle reste cachée au niveau du service. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu le même phénomène de cache. C'est-à-dire, vous allez annuler, vous, la clé verte. Imaginons, vous coupez le lien avec le HSM. Qu'est-ce qui se passe? Les services vont tomber progressivement au fur et à mesure que les clés rouges vont expirer. Les services maintiennent toujours un cache au niveau des clés rouges. Donc, progressivement, les clés rouges vont expirer et le service ne sera plus rendu. On va dire que c'est le dernier point qui nous reste à traiter. C'est en plus des clés, en plus de les retenir, on va apporter notre propre encryption. Là, on parle de l'étape, on va dire, presque ultime. C'est la taille XL, c'est du Bring Your Own Encryption. Là, en plus d'apporter vos clés, vous allez amener l'encryption, là où AWS fait l'encryption à son habitude, vous amenez en plus l'encryption au sein de votre application. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans notre démonstration avec l'application React, on a été obligé à Bring Your Own Encryption, donc on va modifier l'application, on va intégrer dans cette application les mécanismes cryptographiques qui permettent de gérer la clé verte KEK, mais aussi la clé rouge DEK. Ça, c'est la grosse différence. C'est que jusqu'à présent, on traitait avec de la KEK. Maintenant, je traite de la KEK et de la DEK. Là, je commence à avoir un niveau de sécurité qui est pas mal. OK, donc là, je vais rentrer un peu dans le code. Forcément, je parle de mon Bring Your Own Encryption. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans le code? Je fais des choses simples pour que ça soit complètement intégré dans une chaîne de DevOps. La première chose, c'est que je vais créer une connexion avec mon HSM. OK, c'est une ligne de code. Nous, on l'amène à un SDK. Le SDK va gérer tout le délire de communication P11 CAMIC avec le HSM, dont vous n'avez absolument pas envie de vous occuper. Donc, vous créez une session avec le HSM. Dans cette session, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer par récupérer une clé, parce que vous voulez faire des opérations avec cette clé. Donc, vous allez récupérer une clé qui correspond à votre utilisateur. C'est ce qu'on fait dans notre cas. On récupère une clé qui correspond à l'utilisateur. On va définir les opérations cryptographiques que je veux faire avec cette clé. Donc là, je vais essayer du CBC. Voilà, je choisis un algorithme. Il y a plein d'algorithmes qui sont disponibles. Je vais prendre un CBC, c'est facile. Des clés symétriques. Je vais générer un vecteur d'initialisation, un IV. C'est l'algorithme qui veut ça. Pour faire du CBC, j'ai besoin d'un vecteur d'initialisation de 16 octets. Et je vais ensuite chiffrer le fichier que je viens de recevoir. Okay, donc là, c'est l'application qui va récupérer la clé, qui fait le chiffrement. Je vais récupérer un ciphertext. Et ce ciphertext, moi, je vais le pousser dans S3. Donc S3 va faire toutes les opérations qu'il souhaite faire, rechiffrer avec une autre DEK, avec une KEK qui vient. Moi, je m'en fiche, je viens de pousser dans S3 un blob complètement chiffré que je maintiens. Je le maîtrise. J'ai la clé rouge de ce blob, j'ai la clé verte de ce blob, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je pousse un blob chiffré dans S3, peu importe la politique de sécurité qui est appliquée par AWS. Voilà, là vous avez le code complet. Donc on parle d'une quinzaine de lignes. Okay, avec la déclaration de la session, on utilise des objets hyper simples, on a plusieurs langages qui sont supportés et qui vous permettent là, sur des données très sensibles, d'avoir une maîtrise, on va dire quasi à 100%, on va avoir les limites au niveau de votre propre code. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai la main sur les clés rouges, j'ai la main sur les clés vertes, je maîtrise moi les algos de chiffrement qui sont utilisés, j'ai plusieurs niveaux d'algos de chiffrement qui me permettent d'être plus ou moins agressif sur la façon dont je vais protéger mes données. Surtout, une chose qui est évidente, c'est que là, si je coupe le lien avec le HSM, qu'est-ce qui se passe? C'est fini, il y a tout qui s'arrête. Le cache, c'est moi qui décide au niveau de mon application. Si je le maintiens ou pas, j'ai le droit de dire il n'y a pas de cache, la clé elle est demandée à chaque fois, ou j'ai le droit de dire le cache, je le chiffre en mémoire, ou le cache, je le limite à une certaine période. Je décide de tout. Et donc, si je coupe le boîtier, il n'y a plus d'accès à mes données et c'est bien ce que je cherche. Alors, c'est hyper dangereux. Évidemment, on ne peut pas faire ça sur 100% des données, mais il y a plusieurs sociétés aujourd'hui qui sont nos clients qui ont décidé d'appliquer ces stratégies de chiffrement sur quelques données très choisies pour être vraiment tranquille et pouvoir répondre à un certain nombre de contraintes réglementaires et de réduction de risque. On peut gérer de très très gros volumes de clés, plusieurs centaines de millions de clés, très facilement. Tout ça, c'est géré dans ces boîtiers. Un boîtier peut supporter quelques centaines de millions de clés sans paniquer. Alors qu'aller déployer 100 millions de clés dans le KMS AWS, il faut être armé. Donc là, c'est intéressant parce que ça vous permet d'avoir des schémas d'encryption qui sont très complexes,
qui sont liés à vos utilisateurs, qui sont liés à vos données. Vous pouvez faire une clé pour à peu près ce que vous voulez. Voilà, la dernière question, c'est quelle taille vous va le mieux? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois laisser AWS faire pour moi, faire du BIOC, faire du YOC, faire du Bring Your Own Encryption? Est-ce que je peux même faire d'autres choses? En fait, c'est pas comme avec la MOC, mais c'est un peu toutes les tailles. En fait, le bon mélange, c'est le bon mélange de clés, c'est le bon mélange de techniques qu'il va falloir utiliser. C'est savoir utiliser les mécanismes AWS sur des environnements qui sont non sensibles. C'est savoir profiter de la facilité d'utilisation du Bring Your Own Key avec des interfaces complètement managées pour aller protéger un socle de base. Et c'est surtout savoir dire, je peux faire du Bring Your Own Key, je peux faire en plus du Bring Your Own Encryption. Rien n'empêche de combiner ces approches en disant, je réserve le Bring Your Own Encryption à la donnée la plus sensible. Tout le reste, je vais faire du Bring Your Own Key. Et parfois, sur certains services, notamment quand vous allez faire du Lambda, quand vous allez faire du Function as a Service, du Serverless, vous allez pouvoir faire du XKS. Parce que c'est ça aussi, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on est dans une strate très conteneurisée, on est serverless, et donc cette évolution, on va être obligé de s'appuyer sur des mécanismes type XKS, externalisation de KMS, pour pouvoir profiter de ces solutions de sécurité. Donc, il faut trouver le bon mélange. Alors, je propose évidemment une table qui va faire discuter. Je ne suis pas d'accord avec le Cloud Act, je ne suis pas d'accord avec les administrateurs. L'idée, c'est de pouvoir amener des éléments de réponse dans des approches analyse de risque qui peuvent être faites un peu hors sol. Et dire, finalement, on a plein de solutions possibles entre ne pas aller dans le cloud et aller dans le cloud. On peut aller dans le cloud en amenant tout un paquet de solutions techniques, depuis j'apporte ma propre clé verte jusqu'à j'apporte ma clé verte, ma clé rouge et mon propre algo de chiffrement. Donc, l'idée, c'est que ce tableau, il peut être complété, il peut être décliné en fonction de vos propres données, de vos propres cas d'utilisation. Et encore une fois, une solution n'exclut pas l'autre. Il faut savoir composer de façon habile avec l'ensemble de ces mécanismes. L'idée, c'est que nous, on a voulu abstraire toute la partie technique, fourniture des boîtiers cryptographiques, hébergement des boîtiers cryptographiques, configuration de ces boîtiers, les cérémonies des clés, les interconnexions. Tout ça, on l'a simplifié, on le masque. Et nous, ce qu'on met à disposition de nos clients, c'est un socle spécifique à la demande, connecté avec des API. Et pratiquement rien à faire, c'est choisir les bonnes options chez AWS, pour pouvoir vous interconnecter. Voilà, j'en termine ici. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre maintenant ou bien sur le stand B2. Définitivement, je ne pourrais pas parler. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça, mieux oui. comme ça. Merci en tout cas, Jean-Baptiste Voron. Est-ce que vous avez des questions? On a quelques minutes devant nous. Bien sûr, après, on peut vous rejoindre au stand B2, c'est ça? Oui, tout à du fait. côté de l'entrée, voilà, pour vous situer Exactement. un petit peu. Une question sur ce qui a été exposé il y a quelques instants. Voilà. Est-ce que le management de clés, ça s'applique au SaaS? Oui, alors c'est une bonne question. C'est vrai que là, dans le cadre d'AWS, on répond principalement au IaaS et au PaaS, pas véritablement au SaaS. Mais ce même système, en fait, il est aujourd'hui repris par des éditeurs de renom. Par exemple, Salesforce, aujourd'hui, travaille sur externalisation des clés de chiffrement et donc va s'appuyer sur les mécanismes type externalisation de KMS pour proposer exactement les mêmes modes de fonctionnement. Donc là, c'est, on va dire, la responsabilité de tous les éditeurs de SaaS de s'emparer de ces techniques-là. Il y en a déjà beaucoup qui font du Bring Your Own Key et on pourra faire du Hold Your Own Key avec des systèmes comme XKS. Ouais.